et messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. Dans ces grandes tendances, le secteur tertiaire à Drummondville, dans la seconde partie du 20e siècle, suit à peu près l'évolution du secteur industriel et de l'emploi. Conséquemment, il en connaît les mêmes temps forts et est agité par les mêmes secousses. Mais, en tout état de cause, le développement des parcs industriels en direction ouest, vers l'autoroute 20, et l'implantation le long du boulevard Saint-Joseph de centres commerciaux vont en plus faire se développer une tendance lourde voulant que le pôle de gravité du commerce et des services se déplace lui aussi dans cette même direction. L'augmentation de la population va par ailleurs exercer de très fortes pressions sur tout le secteur des services, qui, pour répondre à la demande croissante, devra grandir lui aussi et se moderniser. Et enfin, la prise de conscience de l'importance qu'il y a d'attirer et de retenir à Drummondville les voyageurs de passage engendrera la recherche systématique à partir des années 60 du développement d'une infrastructure touristique. En lui greffant la mention de la chronique « La meilleure histoire, c'est la vôtre », nous avons maintenant tout le résumé de l'émission d'aujourd'hui. Il y aurait sans doute plusieurs façons d'amorcer les années 50 à Drummondville, mais pourquoi ne pas choisir un fait assez original, c'est-à-dire c'est la venue ici des Altesses royales en 1951, en novembre 51, c'est-à-dire la princesse Élisabeth et le prince Philippe, qui nous avaient rendu visite à l'occasion d'un voyage qu'ils faisaient au Canada. Ça avait été pour les gens de Drummondville l'occasion, bon, d'abord pour les élèves des écoles d'avoir un congé, ce qui n'était pas inappréciable, et pour les gens de Drummondville, bien quand même de voir d'assez près celle qui allait devenir la reine d'Angleterre. On avait installé une estrade près de la gare du Canadien national, et une foule évaluée à des milliers de personnes étaient venues, s'étaient massées pour rencontrer leurs Altesses royales. À la fin des années 50, à Drummondville, on pourrait développer une thématique qui s'intitulerait comme suit: fin des années 50, on démolit. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été démolies à Drummondville. En 1958, ça a été le conseil de comté qui va acheter le vieux bureau de poste, en fait le bureau de poste, le conseil de comté qui jusque-là siégeait dans le vieux bureau d'enregistrement, lequel bureau d'enregistrement que l'on sait être situé, qui était situé au coin des rues Marchand et Hériote, eh bien, on démolira le vieux bureau d'enregistrement en novembre 58. De même que quelques mois précédemment, on avait démoli le vieil hospice situé à l'intersection des rues Brotte et Marchand. En 1960, je disais il y a quelques instants que le conseil de comté allait s'installer au bureau de poste. Eh bien, le bureau de poste sera démoli au début des années 60. Le bureau de poste qui nous sert, vous le savez, d'indicatif, c'est notre édifice fétiche, si on veut, de l'émission Repères de mémoire. Joli bureau de poste que d'aucuns regrettent aujourd'hui. On ose imaginer ce que ce pourrait être une place Saint-Frédéric, autour de laquelle on retrouverait encore, près de laquelle on retrouverait encore le bureau de poste. Le kiosque dans le parc Saint-Frédéric sera aussi démoli. On va couper les grands arbres qu'il y avait dans le parc Saint-Frédéric. On en plantera d'autres, bien sûr, après coup. Mais bon, ça ne remplacera jamais ces grands arbres. Au niveau des projets réussis, c'est-à-dire des choses qui ont vraiment bien tourné à Drummondville, il y a eu en 1962 l'ouverture du palais de justice dans l'édifice gouvernemental, nouveau lui aussi, au coin des boulevards Saint-Joseph et rue Marchand. Il y aura l'aréna, le centre civique, qui sera inauguré en 1963, dont on reparlera à une autre occasion. Il y a la bibliothèque municipale qui déménagera ses pénates dans l'ancien hôtel de ville Saint-Joseph. Quand je dis ancien hôtel de ville, c'est une façon de parler parce que cet hôtel de ville-là avait été construit quelques années auparavant. Et les redéménagera encore en 1983 pour aller s'installer dans ce que l'on connaît aujourd'hui être le Centre d'information documentaire Côme-Saint-Germain. Le centre Georges Frédéric va ouvrir ses portes. Un centre qui était initialement prévu pour accueillir des
personnes âgées, en fait ce qu'on appelait communément un foyer, et qui finalement, de fil en aiguille, sera érigé, sera construit, mais ne sera à peu près jamais vraiment totalement consacré à ce qu'il devait être à l'origine. Beaucoup plus tard, en 1975, on construira le pavillon Lemire sur la rue Jean-de-Brébeuf, à Drummondville-Sud. De même que l'année suivante, le projet de pénitencier à Drummondville-Sud sera mis en branle et il deviendra, ouvrira ses portes en 1984 sous le nom d'établissement Drummond. Du côté des projets ratés, en 1963, il y a un projet formidable d'hôtel que le Canadien national met sur pied dans le but d'accueillir les visiteurs pour Expo 67. On s'était dit, bien sûr, il y a une masse de gens qui vont courir vers Montréal. Et donc, le CN avait lancé comme projet l'érection d'un hôtel, à peu près dans le stationnement actuel, à côté de la gare, l'érection d'un hôtel avec en sous-sol une gare de laquelle partiraient des trains rapides en direction d'Expo 67 de l'île Sainte-Hélène et ferait la navette plusieurs fois dans la journée. C'est un projet qui n'a évidemment jamais abouti. De sorte que quelques mois plus tard, le CN va offrir ses terrains à louer à qui il voudrait. Peut-être sur un mode plus léger, mais c'est parce que c'est toujours un projet qui est dans l'air. On voit apparaître un projet de sens unique des rues Hériote et Brock. Ce projet, un peu comme la grippe, revient pratiquement tous les ans. Il y a aussi un projet de l'érection d'un mail sur la rue Hériote, c'est-à-dire qu'on voulait ériger une toiture de verre dans une section de la rue Hériote. Encore là, ça n'a pas abouti. Il y a eu des essais de parking sur la rue Lindsay. On se demande un peu comment, mais effectivement, il y a quelqu'un qui s'était avisé que la rue Lindsay était tellement large qu'on pouvait, en plein centre, délimiter des espaces de parking. Ça a duré ce que durent les roses ou même pas la peinture qu'on avait mise sur l'asphalte pour délimiter les emplacements de stationnement. En ce qui concerne la venue à Drummondville des centres commerciaux, ça c'est toute une histoire, ça c'est toute une saga. Il y a d'abord les premiers centres commerciaux, ou le premier centre commercial qui va faire son apparition, c'est le centre qui va accueillir IGA et le magasin La Salle à Drummondville-Sud. Et la place Drummond qui sera inaugurée en 1964. Place Drummond, qui on le sait, est le long du boulevard Saint-Joseph entre les voies, les anciennes voies là, du Canadien Pacifique d'un côté et celle toujours actuelle du Canadien national. Mais l'inauguration de la place Drummond ne se fera pas sans peine. C'est-à-dire que, quand je parlais de saga des centres commerciaux il y a quelques instants, c'est qu'il y aura à Drummondville une grande polémique concernant l'érection d'un centre commercial sur le boulevard Saint-Joseph. Une polémique qui va évidemment mettre en opposition les marchands déjà installés à Drummondville depuis nombre d'années et évidemment les tenants de l'ouverture d'un centre commercial. Certains vont sortir tout l'armement requis pour essayer de dissuader les gens de souscrire à un tel projet. On va même engager des avocats pour essayer de plaider la cause pour qu'un centre commercial ne s'installe pas au centre-ville. Mais bon, ce sera peine perdue. En fait, il y aura différentes créations, par exemple, comme les marchands de Saint-Joseph vont créer une association dans le but de contrer le centre commercial. Donc, les centres commerciaux, bon, il y aura après coup d'autres centres commerciaux qui vont s'établir, dont, bien sûr, celui des Galeries Drummond, qui, lui, va s'établir carrément dans l'ouest de la ville. Va suivre à ce moment-là le mouvement amorcé par les usines qui vont s'en aller dans le parc industriel, dans les deux parcs industriels de Drummondville. Et on le sait, c'est la partie ouest de Drummondville qui à ce moment-là va se développer. Et avec elle, se développeront également les centres commerciaux. Il y aura d'ailleurs dès 1975 des rumeurs de la construction d'un autre centre commercial dans la partie ouest de la ville, le long de l'autoroute 20. Rumeurs qui se confirmeront, qui se concrétiseront, on le sait très bien. Au centre de la ville, ce ne sera pas un centre commercial qui va être érigé, mais ce sera le gratte-ciel drummondvillois, peut-on plutôt parler de gratte-nuage drummondvillois, c'est-à-dire la place du centre, qui de ses 6 ou 7 étages va dominer la ville. Cette place du centre, qui sera inaugurée en octobre 1973 et qui trône au centre-ville depuis lors, et qui est un édifice
enfin, dont on peut être fier. Toutes ces réalisations font la preuve d'un certain dynamisme à Drummondville autour des années 1980. Mais il est un domaine qui, lui, va connaître un essor assez fantastique, tout le domaine touristique. Nous en parlerons en deuxième partie d'émission, mais auparavant, c'est le temps de présenter la chronique de Brenda Lee Leblanc. Bonjour. À la meilleure histoire, c'est la vôtre cette semaine, des bonnes conditions de conservation. Lors de la dernière émission, nous avons vu qu'il est préférable de conserver les objets patrimoniaux loin des écarts de température et de l'humidité. Cette semaine, nous voyons les vêtements. Pour bien conserver des vêtements anciens, il est préférable de ne pas mettre de boulamite, la naphtaline, et non, ça peut être nocif pour les cuirs et les plastiques. Si vous voulez conserver ces vêtements, vous pouvez le faire dans des boîtes de carton ou des boîtes en polypropylène, mais concernant les boîtes en polypropylène du plastique, il est important de bien envelopper les tissus afin que le tissu n'entre pas en contact avec le plastique, car le plastique peut altérer le tissu. Aussi, quand vous rangez les vêtements, il est préférable d'enlever les agrafes et les épingles. Et maintenant, la bonne conservation du papier et des livres. Eh bien, il faut toujours enlever les trombones et les attaches de métal afin qu'il n'y ait pas de rouille sur les livres ou les feuilles. Il faut aussi enlever le ruban adhésif, puisque la colle détruit le papier. Naturellement, il faut l'enlever quand cela ne nuit pas, ne menace pas la vie de l'objet. Alors, on peut ranger le papier et les livres dans des chemises sans acide, dans des boîtes sans acide. Un détail intéressant encore, la lumière, toujours la lumière, elle peut altérer les couleurs. Et ça, pour les vêtements et pour les papiers. Et maintenant, les photographies. Je suis sûre que de nombreuses personnes parmi vous ont des albums dits magnétiques, c'est-à-dire des albums où on peut coller la photographie dans l'album. Eh bien, il est préférable de ne pas mettre vos photographies dans ces albums, puisque la colle endommage la photographie, naturellement, à long terme. Il est préférable de mettre vos photos dans des pochettes transparentes, dans des cahiers à anneaux. Il est donc possible de les consulter et de les sortir de leur pochette pour en faire des reproductions. Si vous souhaitez écrire à l'arrière d'une photo, naturellement, il est préférable de ne pas le faire, mais si vous voulez le faire, on suggère de le faire avec un crayon de plomb, pas de stylo. Avec cette chronique, on a pu survoler très rapidement diverses techniques de conservation de l'histoire familiale, comme l'enquête orale, la recherche généalogique et la recherche historique. C'est la responsabilité des membres de votre famille d'assurer la sauvegarde de vos traditions, de vos objets familiaux. Ce sont ces objets qui font la mémoire de votre famille et c'est toutes ces mémoires ensemble qui font l'histoire de notre société. Il existe de nombreux volumes qui peuvent vous aider à faire ce travail, cette recherche de votre histoire familiale. Il y a même des volumes où vous avez juste à remplir les lignes. Maintenant, c'est à vous de jouer. La Chambre de commerce, qui, on le sait, est active dans tous les domaines concernant le commerce, va s'aviser à partir des années 60 de l'importance de développer l'infrastructure touristique à Drummondville. Bon, ce n'est un secret pour personne qui ont vécu cette époque. Il y avait à peu près rien à Drummondville dans le domaine touristique dans les années 40-50. Et donc, la Chambre de commerce, dans les années 60, va commencer à beaucoup se préoccuper de tourisme, va mettre sur pied divers comités, sous-comités d'études, de recommandations, de tout ce qu'on voudra. Et ils auront beaucoup de succès, notamment dans le dossier de la Maison Trent et quelques années plus tard du village québécois d'antan. Drummondville n'avait pas de monument historique.
Le ministère des Travaux publics, qui venait de se porter acquéreur du Parc des Voltigeurs, de ce qui allait devenir le Parc des Voltigeurs, a remarqué une belle maison de pierre à l'intérieur datant des années 1837. Et il a été dans les intentions politiques de bien vouloir mettre en valeur cette maison. Conséquence, un comité a été formé ici de personnes de Drummondville faisant partie de l'ex-société historique. Et ce comité, sous l'égide de la Chambre de commerce, a vu à mettre en place une infrastructure permettant d'avoir les subventions en vue de la restauration du manoir Trennes, qui était déjà classé monument historique, mais malheureusement abandonné. La chose était d'autant plus facile que c'était une nouvelle génération de ministres qu'on connaissait plus. Conséquence, l'idée du village a été lancée. Aux grandes dames du Parc des Voltigeurs qui a perdu une partie de ses terrains pour la création du village. Mais je crois qu'après 20 ans, là, on peut dire que le village a sa place dans la vie culturelle québécoise. Nous reviendrons subséquemment sur toute la question du village québécois d'antan, on s'en doute bien, tellement c'est une question importante. Mais rappelons quand même que ce comité est à l'origine du futur bureau de tourisme. Lorsque nous étions une trentaine de bénévoles autour de la table, aussi bien des personnes en histoire que des personnes en géographie ou en tourisme, différents projets ont été abordés et même on a soumis des projets en vue de valoriser Drummondville. C'est ainsi qu'est venu sur la table un musée des textiles, qu'est venu sur la table un musée de l'automobile, à partir des anciennes infrastructures de Téléglobe. C'est ainsi qu'est venu sur la table un musée des télécommunications. Mais aussi un autre projet qui est apparu sur la table, devant l'impossibilité de refaire les chutes Spicer puis de faire monter le niveau de l'eau. Nous avons même pensé à créer une montagne artificielle pour compenser l'absence d'attrait touristique. À partir de cette expérience du manoir Trennes, un comité a été formé en vue de voir à créer un village au Québec, la même chose qu'il existait en Ontario et au Nouveau-Brunswick, de même qu'en Alberta. Chacun a fait son bout de chemin. Nous sommes arrivés avec une petite brique d'aux environs de 400 pages que nous avons soumis au gouvernement. Et nous sommes arrivés avec ce projet à la même époque qu'un changement radical dans les politiques du Québec. En d'autres mots, le Parti québécois venait de prendre le pouvoir avec René Lévesque et c'était place au nationalisme. Donc, nous sommes tombés pile dans cette chose-là. C'est attendu qu'avec la dynamisation qui avait été mise de l'avant par le comité Manoir Trennes et par le comité Village québécois, a continué à exister dans le cadre de la Chambre de commerce du comté de Drummond un comité qui avait déjà une vocation qui était une vocation touristique, c'est-à-dire qui s'occupait des kiosques touristiques, qui s'occupait de la distribution des dépliants, puis surtout qui faisait la route du Sud pour un très grand nombre de Québécois. Ceci a permis la création d'un bottin à la fois historique et touristique et la réapparition du bureau du tourisme dans les années 84. Le commissariat industriel et le commissariat touristique a été fusionné à Drummondville en 1987. Au tout début, en 87, les gens de la SDED, donc la Société de développement économique, la nouvelle entité formée, avait ses bureaux au coin des rues Saint-Joseph et Saint-Georges, donc dans l'édifice surprenant. Et depuis 1990, ils ont ensuite été au bureau d'information touristique actuel. Donc, l'Office du tourisme est ici depuis 1990. Et pour ce qui est de l'autre partie des gens qui travaillent à la Société de développement économique, qui s'appelle maintenant le CLD Drummond, depuis le début de 1998, ils sont déménagés à l'incubateur industriel, donc juste de l'autre côté du stationnement ici à l'Office du tourisme. L'édifice ici est très fonctionnel. On a beaucoup de stationnement, on a beaucoup de salles de bain à l'intérieur, beaucoup de services, des tables de pique-nique à l'extérieur. On a même un nouvel outil à l'extérieur pour faire les vidanges des Winnebago, des tentes roulottes et des choses comme ça. On a des tables allongées dans les salles de bain pour changer des jeunes enfants et tout ça. Donc, on a beaucoup de choses ici. On a des machines distributrices, services de réservation pour les billets, tout ça. Donc, on peut aider grandement les touristes ici à s'arrêter ici. J'ajouterais que ce bureau de tourisme prouve tous les jours son utilité et qu'il peut faire valoir des statistiques fort éloquentes. Oui, les statistiques
touristiques ont été vraiment en évolution depuis le début, les tout débuts. On est passé d'à peu près 25 000 visiteurs dans les années, au début des années 80 à tout près de 40 000 maintenant aujourd'hui. Donc maintenant, depuis 2-3 ans, on tourne autour des 40 000 chaque année. Et on s'attend même d'avoir un petit peu plus de plus en plus, compte tenu que les gens qui s'arrêtent ici maintenant le font de plus en plus pour visiter les attraits touristiques de Drummondville, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, auparavant, on avait surtout des questions. On avait beaucoup de gens qui venaient pendant le mois de la culture. Donc, on a tout le temps eu environ 15 000 personnes durant le mois de juillet. Et maintenant, c'est comme depuis la venue des légendes fantastiques, du cirque éponien et d'autres activités. Il y en a eu plein d'autres aussi. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui viennent ici à notre bureau pour visiter nos propres choses. Donc, il y a moins de questions pour les régions de Québec et Montréal comme on avait auparavant, compte tenu qu'on était près de l'autoroute 20 ici. Là. Le bureau de tourisme s'est d'ailleurs lancé depuis quelques années dans le domaine des forfaits et avec beaucoup de succès, semble-t-il. Oui, l'Office du tourisme, c'est nous qui avons commencé. Ça avait été fait dans le passé avec des théâtres d'été, entre autres, et ça avait donné des résultats quand même assez bien. Et donc, à partir de 97, on a essayé, l'Office du tourisme, de mettre plus l'accent là-dedans. C'était devenu très populaire un peu partout au Québec, et nous, ici, on faisait figure un peu de parents pauvres. Donc, en 97, ça a commencé quand même assez, de façon quand même juste correcte. Et en 98, ben, la venue des légendes fantastiques a modifié énormément de choses. Donc, il y a beaucoup plus de touristes de l'extérieur qui viennent voir ce spectacle-là et qui passent beaucoup de temps dans la région, qui ajoutent des repas, des nuits dans les hôtels et tout ça. Et bon, comme on ajoute encore des activités, donc ça risque encore d'aller de mieux en mieux. Donc, les forfaits sont en évolution énormément depuis 3 ans. Quand on parle des années 80, comme tournant dans l'histoire de Drummondville, c'est-à-dire que les gens du milieu ont décidé de se prendre en main, eh bien, dans le cadre du tourisme, dans le cadre de la culture, ça a été tout à fait vrai avec le Festival mondial de folklore. En fait, le Festival mondial de folklore sera à la fois, bien sûr, un événement tout à fait extraordinaire, mais sans doute le déclencheur d'une fierté à Drummondville, où les Drummondvillois en avaient beaucoup besoin à la suite, on l'a dit précédemment, de toute cette question de déprime occasionnée par la mauvaise publicité des revues Crow ou l'Actualité ou quoi que ce soit. Donc le Festival mondial de folklore va arriver en 1981-82 et va mettre dans l'univers drummondvillois des éléments de dynamisme. Voyons un peu quelle a été l'origine du Festival mondial de folklore. Au moment où l'événement est né, en 82, il y avait 3 partenaires principaux qui ont uni leurs efforts pour donner naissance à la corporation du Festival mondial de folklore. Il s'agit donc de Maquina, du Carrefour socioculturel à l'époque, mené justement par notre ami Michel Trudel, et d'un 3e intervenant qui est le Conseil canadien des arts populaires, qui est un organisme qui regroupait finalement les forces vives du monde de la danse folklorique et qui avait pour mandat de gérer les invitations internationales, donc de recruter les groupes folkloriques et de les amener à Drummondville. Au fil des années, le Carrefour socioculturel a été démantelé, le Conseil canadien des arts populaires l'a été également, est resté toujours, et ce qui est toujours, il siège toujours au conseil d'administration du Mondial, les gens de Maquina, les 2 représentants de Maquina au sein de la corporation qui s'impliquent activement dans le fonctionnement des activités. Le Festival mondial de folklore ou mondial des cultures fêtera très bientôt ses 20 années d'existence. Il serait intéressant de savoir s'il n'y a pas eu, en cours de ces 20 années, quelques points tournants. C'est probablement le changement d'appellation. Le fait qu'on abandonne Festival mondial de folklore pour devenir Mondial des cultures de Drummondville. De Drummondville est important parce que l'événement appartient d'abord et avant tout à la communauté drummondvilloise, mais Mondial des cultures, ça se voulait une appellation plus marketing, si on veut. On est dans un marché où l'image, le choix des mots, le politically correct est extrêmement important. Donc, Mondial des cultures, c'est un terme qui ratisse un peu plus large que folklore. Au Québec, dans les médias, quand on entend le terme folklore, on voit toujours les gens avoir une petite lèvre qui relève, là, un petit sourire là, qui fait toujours en sorte que « Ah, c'est folklore », c'est une petite connotation un peu quétaine. Là. Alors que Mondial des cultures, même si, dans le fond, l'événement, à la base, là, ça reste l'essentiel de l'événement reste le même, nous, on se rend compte qu'au plan de la promotion, ça nous a beaucoup facilité la tâche. On s'est fait féliciter par beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie du tourisme pour dire, effectivement, le fait que vous ayez adopté Mondial des cultures, ça fait baisser un certain nombre de barrières
qui existait quand on parlait de cet événement-là. Les gens disaient « Ah, Falkland, moi, j'irai pas là. Non, je ne me tente pas d'aller voir les 7 carrés. » Alors que maintenant, Mondial des cultures, on a « Ah, mon Dieu, c'est intéressant, ça. C'est pas pareil. Là. Ça devient de la culture. » Nous reviendrons bien sûr dans une prochaine émission sur le Mondial des cultures. Pour l'instant, jetons un regard sur la dernière née des activités touristiques, les légendes fantastiques. C'est un peu accidentel. Normand Latourelle, qui est le concepteur du spectacle, avait déjà ébauché un projet un peu similaire à ce qu'on a développé ici à Drummondville, mais de façon plus particulière pour les chutes Montmorency. Alors, comme ça n'avait pas fonctionné là-bas, dans un concours de circonstances tout à fait fortuit, rencontre Pierre Parent, originaire de Drummondville, lors d'un dîner à Montréal. Et puis, c'est Pierre Parent qui lui a vendu l'idée à Normand Latourelle en lui disant ceci: si tu as besoin d'une armée de bénévoles, si tu as besoin de gens pour t'appuyer, je te donne des noms à Drummondville, puis c'est là la terre d'accueil qui va faire en sorte que tu vas pouvoir monter ton produit. Alors, on parle de discussions qui avaient lieu court à ce moment-là, en 1994. Par la suite, évidemment, quelques téléphones qui ont sonné à Drummondville, celui de Michel Trudel, qui était commissaire au tourisme, celui de Roland Janel, qui était à l'époque et qui est toujours directeur du centre culturel. Le mien a sonné également. Et rapidement, on a convoqué une rencontre avec les élus de la région pour regarder la faisabilité du projet. On a eu tout de suite un accueil très favorable et un encouragement à continuer à développer le projet, chose que nous avons faite là, entre 1994 et la première édition en 1998. Qui penserait aujourd'hui à s'opposer au principe même de l'implantation d'un centre commercial au centre-ville? Qui songerait à élaborer un projet de montagne, à installer comme ça, au milieu de nulle part, sans rien, sans même se préoccuper de l'impact écologique d'une telle décision ou d'un tel projet? Autre temps, autre mœurs. La semaine prochaine, notre émission s'intitule « Quand la religion était omniprésente ». Et ce sera là, encore une fois, l'occasion de voir jusqu'à quel point une société peut évoluer au cours d'un siècle. C'est un rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire.
Certains parmi vous se sont sans doute demandé depuis le début de notre série d'émissions pourquoi nous ne parlions pas de la pratique religieuse des paroisses, des églises dans nos repères de mémoire. C'est que pour une foule de raisons, nous avons cru préférable de regrouper dans une seule émission toutes nos observations sur ce sujet. Ce que nous ferons d'ailleurs aussi dans nos 2 prochains rendez-vous, qui seront entièrement consacrés l'un à l'évolution des arts et de la culture, l'autre à celle des sports et des activités de plein air. Notre émission d'aujourd'hui sera divisée en 3 parties. D'abord, un bref survol historique qui, partant de la fondation de la première mission catholique, permettra ensuite de retracer l'évolution subséquente de la paroisse mère et de son église, Saint-Frédéric de Drummondville. Nous n'oublierons pas, bien sûr, d'aller faire une incursion, si petite soit-elle, du côté de la communauté protestante. Puis, dans un deuxième temps, nous pénétrerons à l'intérieur même de l'église Saint-Frédéric, pas uniquement pour en apprécier la beauté, mais aussi pour y écouter de la belle musique, pour y rencontrer des personnes dont l'intervention nous permettra de mesurer l'impact que pendant très longtemps la pratique religieuse a eu sur la vie quotidienne de tout chacun. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, nous ferons voir jusqu'à quel point l'éducation, la santé, les affaires sociales ont aussi longtemps été beaucoup l'affaire de l'Église catholique et des communautés religieuses. Ce n'est pas pour rien que l'émission d'aujourd'hui porte le titre « Quand la religion était omniprésente ». Les premiers colons de confession catholique qui viennent s'installer dans la région après la fondation de Drummondville en 1815 n'ont absolument pas les moyens financiers leur permettant de subvenir aux besoins du culte. Pourtant, la persévérance des prêtres et des colons les plus fidèles aura finalement raison des difficultés et permettra l'érection canonique, le 2 juillet 1856, de la paroisse Saint-Frédéric de Drummondville. En 1879, on démolira la première église devenue trop petite et l'on en construira une nouvelle, beaucoup plus grande, entre les rues Brock et Hériote, soit juste à côté du bureau d'enregistrement. Cependant, quelques 20 ans plus tard, précisément le 24 juillet 1899, cette dernière sera rasée par les flammes, obligeant ainsi les paroissiens à contribuer une nouvelle fois à la construction d'une église qui sera érigée là même où l'on avait placé la première église de 1822. Mais le mauvais sort s'acharnera encore sur la communauté catholique, puisque le jour de Noël 1921, le feu viendra à nouveau s'attaquer à son église. Cette fois, une partie des solides murs de pierre et de briques saura résister à l'ardeur des flammes. En 1822, des souscriptions avaient permis l'érection de la première église. Des tombolas répétés rendront possible la construction de la 4e église, l'actuelle, qui s'élèvera bientôt sur les ruines de la précédente et sera finalement bénite le 1er juillet 1930. D'inspiration gothique, la décoration intérieure et le mobilier de cette église doivent leur remarquable beauté à l'utilisation généreuse des matériaux les plus nobles, soit le marbre et le chêne. Les orgues de grande facture, de même que le maître-autel finement sculpté, constituent les éléments les plus frappants d'un ensemble intérieur harmonieux, simple et riche tout à la fois. Parlant d'orgue, pour savoir plus justement sur cet instrument merveilleux, nous avons tenu à rencontrer M. Gilles Fortin, qui a été organiste à l'église Saint-Frédéric pendant 25 ans et qui a aussi dirigé la chorale pendant 13 ans. Cet orgue-ci, c'est un orgue symphonique, c'est-à-dire à la façon d'un orchestre symphonique, et le chef d'orchestre, c'est l'organiste. Alors, ces orgues-là, qui ont été beaucoup en vogue dans les années 30-40, ont été des grands instruments. Alors ici, l'orgue de Saint-Frédéric, le grand orgue de Saint-Frédéric, c'est un orgue de 69 jeux, avec près de 4000 tuyaux. Alors, on pourrait dire que c'est l'orgue le plus important à partir des États-Unis, des lignes américaines, et en allant jusqu'à Gaspé sur la rive sud. Cet orgue-là a été construit dans les années 30. Et ça a été construit par la maison Casavant et Frères de Saint-Hyacinthe. Et à ce moment-là, il y avait des organistes français qui venaient chez Casavant pour aider ces gens-là ou leur donner des conseils d'usage et tout ça. Et on nous a dit que les deux orgues françaises, que l'orgue Saint-Frédéric ressemblait le plus, parce que c'est des orgues, je pense, plus vieilles, c'est l'orgue de l'église de la Madeleine à Paris
et l'orgue de la Trinité à Paris. Tout l'orgue au grand complet, les 4000 tuyaux ont été transportés à la manufacture Casamance-Saint-Hyacinthe. Mais auparavant, on avait fait la restauration de l'orgue de chœur. Donc, durant cette année-là, on a pu se servir de l'orgue de chœur pour les offices religieux, pour différentes manifestations. Ici, à l'orgue principal, on peut faire entendre, bien entendu, l'orgue principal, comme on peut faire entendre l'orgue de chœur. Et on peut même faire entendre les deux en même temps. Nous avons, l'on s'en doute bien, demandé à M. Fortin de nous interpréter une pièce qui nous ferait apprécier les nouvelles orgues. Écoutons-en un extrait. Au fil des ans, l'augmentation de la population et l'étalement de l'occupation territoriale entraîneront inévitablement le démembrement de la paroisse mère. Morcellement qui donnera naissance de 1936 à 1963 aux 9 paroisses canoniquement érigées à l'intérieur des limites actuelles de la ville de Drummondville. Quant à la communauté protestante qui, parallèlement, s'était développée, l'on sait déjà que c'est en 1855 qu'elle a réussi à ériger ce qui est aujourd'hui, et de loin, la plus vieille église, voire le plus vieil édifice tout simplement, existant dans les limites de la ville. Cette merveilleuse petite église a dû subir, elle aussi, l'assaut des flammes et des intempéries, qui ont malheureusement eu raison de la flèche de son clocher. Mais toujours, les vieilles pierres de ses murs résistent au poids des ans et protègent le lambris de sapin de Colombie, qui, à la fin du 19e siècle, est venu donner à son intérieur encore plus de chaleur et d'intimité. Si elle est aujourd'hui abandonnée par ses fidèles qui ont à peu près tous quitté la ville, l'église Saint-Georges a su, en contrepartie, blottie qu'elle est, tel un joyau précieux dans son écrin de verdure, se gagner l'affection de la grande majorité des Drummondvillois qui, quelle que soit leur croyance religieuse, savent qu'ils devront désormais s'efforcer de veiller sur elle. Pour les catholiques, il s'agit d'une affection qui, nouvelle ou pas, n'a sans doute rien pour inquiéter le curé de la paroisse de Saint-Frédéric, qui constate chaque jour l'attachement que les gens d'ici, pratiquants ou non, ont envers l'église mère de Drummondville. L'église Saint-Frédéric est toujours l'église mère de Drummondville. C'est sûr que c'est elle qui a donné naissance aux 13 paroisses que l'on retrouve sur le territoire. Mais c'est une église qui demeure toujours particulière. D'abord, les Drummondvillois et les Drummondvilloises sont fiers de cette église-là. Et même si ils sont reliés à d'autres communautés chrétiennes, pour des événements importants comme baptême, mariage, funérailles, plusieurs aiment revenir célébrer dans cette église. C'est l'église du centre-ville. C'est donc une église qui est appelée à demeurer toujours très attentive aux gens du milieu et à l'évolution culturelle du milieu. Et c'est pour ça que c'est une église, depuis ces dernières années, qui a voulu mettre l'accent au niveau culturel.
Une Église qui, à la fois, sert le culte et la culture. Monsieur le curé Mathieu se réjouit de ce qu'aujourd'hui les catholiques aiment revenir célébrer les événements importants de leur vie chrétienne. Mais ceux d'entre nous qui ont moins de 40 ans ignorent qu'il fut un temps où personne n'aurait pensé à parler d'événements importants, puisque la pratique religieuse et les heures de prière occupaient tellement de place dans la vie quotidienne que de nombreuses célébrations autres que celles de Noël et Pâques avaient de l'importance pour le catholique pratiquant. Voyons un peu ce que pouvait être le calendrier des événements rythmant la vie, selon la liturgie catholique. Alors, autrefois, lors des célébrations de l'Eucharistie, le prêtre, au moment du sermon, parce que ça s'appelait comme ça, le sermon, il partait de son prie-dieu et il montait dans la chaire. Alors là, c'était davantage le maître qui instruisait le peuple de Dieu à partir souvent des commandements de Dieu, de l'Église, à partir des différentes vertus théologales, cardinales. Alors, mes chers amis, en ce dimanche, nous sommes réunis à nouveau pour célébrer le Seigneur dans l'Eucharistie. Tandis que maintenant, le prêtre part de l'autel où il préside pour venir faire non plus un sermon, mais l'homélie. L'homélie, c'est un entretien sur la parole de Dieu. Alors, le prêtre fait son homélie à l'ambon, l'ambon qui veut dire table de la parole, et il est beaucoup plus près des gens. Nous avons demandé à Mme Thérèse Janel, qui a bien connu cette période où la religion était omniprésente dans la vie des gens, de nous rappeler certains de ses souvenirs reliés à autre chose qu'aux grandes fêtes que tous connaissent bien aujourd'hui. Les rogations, ça, c'était des journées de supplication. On avait peur de tout puis de rien, mais c'était aussi dans les mœurs que de prier pour les bonnes récoltes, pour qu'il n'y ait pas de sécheresse, pour que les terres ne soient pas infestées de sauterelles. Et puis, le prêtre, avec la chasuble noire, naturellement, faisait le tour de l'église, et puis la chorale chantait les litanies saints. Alors, on s'adressait à tous les saints possibles pour aider la population. La fête Dieu, c'était quasiment la fête la plus importante. Puis là, la procession, chaque demeure était décorée avec des drapeaux, des banderoles, des fleurs, puis tout le monde suivait la bannière de sa congrégation, les enfants de Marie en arrière de la bannière de la Sainte Vierge, puis les chevaliers de Colombe, puis ainsi de suite. Tout le monde, c'était... Le reposoir a été, durant plus de 40 ans, au Collège Saint-Frédéric. Et puis, au coin des rues, on faisait des arches, et puis là-dessus, on mettait des anges avec des ailes, naturellement. C'était bien plus éloquent. Chaque saison commençait par les 4 temps. Les 4 temps, ça voulait dire 3 jours. Lundi, mercredi, vendredi, où c'était jeûne et jour d'abstinence aussi. Et puis, on profitait des 4 temps pour ordonner les diacres et puis les prêtres, les retraites paroissiales. Ça, c'était un événement. Ça durait tout le mois d'octobre. Ça commençait les dames, une autre semaine les demoiselles, une autre semaine les hommes, les jeunes gens. Et puis là, il y avait comme une invitation où je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Il y avait toujours 2 pères de la même communauté, soit des Oblats, des Rédemptoristes, qui venaient passer le mois. Puis il y avait aussi, assez souvent,
dans l'après-midi, des petites conférences pour ceux qui étaient capables de venir. Puis ils nous obligeaient presque, durant la retraite, là, à faire notre chemin de croix, soit avant ou après l'office. Et puis ça donnait aussi des séances de confession. Alors ils demandaient le concours des curés alentours. Ils pouvaient avoir 12-15 curés qui confessaient en même temps après l'office. Ça, la messe des enfants, d'abord, l'église était tellement remplie que M. le curé a dû commencer à dire une messe au sous-sol. Le sous-sol n'était pas comme aujourd'hui, était à la grandeur de l'église. Et puis c'était rempli d'enfants, seulement avec toute une division. Du côté de l'hôtel de la Sainte-Vierge, c'était pour les petites filles. Puis du côté de l'hôtel de Saint-Joseph, c'était tous les garçons. Et puis on avait du catéchisme, là, comme sermon, comme homélie. Puis c'était rempli à pleine capacité. Il faut dire que la messe des enfants était en même temps qu'une messe dans le haut de l'église à la même heure. Jusqu'à maintenant, les souvenirs de Mme Janel nous ont permis de mesurer la force des liens jadis tissés entre les fidèles et leur Église, et qui prenaient souvent racine dans les familles mêmes, où les vocations religieuses, comme l'on disait alors, étaient nombreuses. Mais ces liens, bien évidemment, fonctionnaient dans les deux sens, c'est-à-dire que les curés et les vicaires n'hésitaient pas à aller vers les fidèles et à s'impliquer fortement dans la vie quotidienne des individus et de la collectivité. Les recensements paroissiaux étaient l'occasion pour eux de visiter chacune des familles, et de ce fait, ils en venaient graduellement à connaître à peu près tous leurs paroissiens, à partager leur joie et à compatir à leurs peines. Dès lors, on avait l'impression qu'ils étaient partout à la fois, et l'on s'était habitué à voir le matin tel vicaire courir porter les derniers sacrements à un malade, tel autre apporter secours et réconfort à des déshérités. Et l'on ne s'étonnait guère plus de tous deux les retrouver l'après-midi même à quelque compétition sportive amicale, l'un se montrant spectateur attentif, l'autre agissant comme lanceur, gardien de but ou arbitre. Aumônier, animateur et souvent initiateur de divers mouvements de jeunes, tels les croisés, les enfants de Marie, les jeunesses ouvrières et étudiantes, les guides et scouts catholiques. Il l'était également de divers groupements d'adultes, comme les chevaliers de colon, les gardes paroissiales, les zouaves ou autres. Auprès des maires, des députés, des directeurs ou directrices d'école, des présidents de commissions scolaires, ils étaient de toutes les inaugurations, de toutes les fêtes, de toutes les distributions de prix de fin d'année. Ils bénissaient les nouveau-nés, les mariés, les mourants, mais tout aussi bien les bicyclettes, les voitures, les usines, les stades et les nouvelles rues. En somme, ils étaient fortement intégrés dans la collectivité dont ils avaient charge d'âme. Ils ne le sont peut-être pas moins aujourd'hui, mais la baisse de la pratique et des vocations religieuses, celle-ci étant à la fois cause et conséquence de celle-là, ne permet plus d'en juger. Quoi qu'il en soit, au chapitre du rappel de la place qu'a tenue la religion dans l'histoire de la ville et de ses paroisses, il est un événement qui ne peut ni ne doit être oublié, car il est d'importance. À l'été de 1941, un congrès eucharistique diocésain attire des dizaines de milliers de personnes à Drummondville. Pour l'occasion, institutions et individus décorent les façades de leurs propriétés et illuminent les nuits de festons de lumière multicolores. Un immense reposoir, dressé non loin du centre d'information Côme-Saint-Germain actuel, est surmonté d'un oscensoir géant de près de 8 mètres de hauteur qui convie les milliers de fidèles aux nombreuses manifestations. Dès 7 heures le matin, des messes sont lues ou chantées aux divers hôtels du reposoir. Puis, au fil de la journée, une messe solennelle, des heures d'adoration dialoguées, des cérémonies et ralliements de toutes sortes, des séances d'études, se succèdent sans interruption. Finalement, chaque soirée se termine par une heure d'adoration, suivie à minuit d'une grand-messe de communion. Mais chacune des journées a également des activités qui lui sont propres. Par exemple, le samedi 28 est réservé à la célébration de 6 mariages au cours d'une même cérémonie, et le dimanche 29 à une cérémonie en plein air d'ordination de 7 prêtres. De fait,
Le soir du 29 juin 1941, lorsque le rideau tombera sur la grande fête, l'on constatera que le Congrès aura attiré plus de 100 000 personnes. On a bien là le plus éloquent témoignage de la grande place qu'occupait alors la pratique religieuse dans la vie des gens. Nous disions en introduction que nous voulions montrer en troisième partie d'émission jusqu'à quel point l'éducation, la santé et les affaires sociales ont aussi longtemps été beaucoup l'affaire de l'Église catholique et des communautés religieuses. Loin de nous l'idée de nous dédire, mais manifestement, le temps va nous manquer pour développer un tant soit peu la question de la santé et des affaires sociales. Nous allons devoir nous borner à rappeler que pendant plus de 60 ans, soit de 1910 à 1973, les soins aux malades et l'hébergement des vieillards et des orphelins étaient assurés par les Sœurs de la Charité, mieux connues sous le nom de Sœurs Grises. C'est en septembre 1875 que 5 religieuses de la communauté des Sœurs de la Présentation de Marie de Saint-Hyacinthe viennent prendre la direction du premier couvent pour jeunes filles, construit à l'intersection des rues Brock et Marchand. Elles y accueillent, à titre de pensionnaires et d'externes, les jeunes filles désireuses de poursuivre de plus longues études. Elles enseignent aussi le catéchisme aux dames et jeunes filles de la paroisse et s'appliquent à préparer des catéchumènes à recevoir le baptême. Le succès de l'entreprise obligera les sœurs à emménager en 1891 dans un nouvel édifice beaucoup plus grand, situé plus au sud et dont leur communauté deviendra propriétaire quelques années plus tard. En 1915, grâce à un agrandissement qui donnera au couvent l'aspect que l'on connaît encore à sa façade de la rue Moisan, les religieuses pourront désormais accueillir quelques 165 élèves, pensionnaires et externes confondus, un chiffre qui doublera très largement au cours des 50 années suivantes. Ces élèves étaient alors bien reconnaissables avec leur robe noire à ceinture ornée de la boucle Maria. Durant cette même période, l'augmentation constante de la population amènera des membres des communautés des Sœurs de l'Assomption et de Notre-Dame du Bon Conseil à prendre également charge d'enseignement dans certaines des nombreuses écoles érigées un peu partout sur le territoire des nouvelles paroisses. Les Sœurs de la Présentation seront toujours et de loin les plus nombreuses à dispenser l'enseignement à Drummondville. En 1957, elles feront d'ailleurs construire un immense édifice qui abritera dès l'année suivante l'Institut familial Sainte-Marie et le Collège Marie de la Présentation. Acquis à la fin des années 60 par la commission scolaire, celui-ci deviendra alors l'école polyvalente Marie-Rivier, alors que le couvent de la rue Marchand sera devenu, lui, collège privé. En 1905, la communauté des Frères de la Charité cède à l'invitation pressante des commissaires d'école et du curé de la paroisse Saint-Frédéric de venir s'installer à Drummondville pour s'occuper de l'enseignement aux garçons. Ils construisent alors un petit collège commercial tout près de la maison de William John Hemming qu'ils avaient acheté. Ce n'est qu'en 1906 que les frères sont arrivés pour donner le cours commercial à Drummondville. Et en 1909, il y a eu une construction de l'école Garceau. Et cette école Garceau a été confiée aux garçons de la ville. Alors, les frères de la Charité en ont pris la direction jusqu'en 1928. Entre-temps, il s'était passé quelque chose. Le collège commercial avait discontinué son cours en 1924. Il recevait des jeunes qui se préparaient à la vie religieuse, des juvénistes qu'on appelait dans le temps. Et ici, en 1928, les frères ont ouvert en janvier 1928 l'école qui portait le nom au début Académie David pendant une dizaine d'années. Puis après, on a changé le nom et on l'a appelé l'école Saint-Frédéric, qui a donné l'enseignement aux élèves de Drummondville jusqu'en 1970. On s'est retiré peu à peu dans la nouvelle bâtisse, le collège Saint-Bernard, qui venait d'être construit. Et depuis, il avait ouvert ses portes en 1962 et il dispense l'enseignement depuis ce temps-là comme collège privé. Ajoutons au propos du frère Desrosiers que la communauté des Frères du Sacré-Cœur est aussi présente dans l'enseignement aux garçons depuis le milieu du 20e siècle.
Bien des tribulations ont jalonné l'histoire de l'implantation d'un cours classique pour garçons à Drummondville. Et il y avait bien eu des classes de latin, voire d'éléments et de syntaxe, qui s'étaient occasionnellement tenues dès le tout début du 20e siècle dans le presbytère de l'église Saint-Frédéric. Il y avait bien eu d'autres tentatives plus formelles, telles celles de l'école Fouquette, par exemple. Mais ce ne sera finalement qu'en 1947 que l'externat classique Saint-Raphaël sera enfin fondé. Succursale du séminaire de Nicolette de 1947 à 1952, puis officiellement école de l'évêque de Nicolette de 1952 à 1956, il ne deviendra autonome que pour 2 ans, soit jusqu'en 1958, alors qu'il tombera dans le giron de la commission scolaire, qui en fera sa section classique, selon l'expression courante. Entre-temps, il n'aura survécu que grâce à la générosité et aux efforts déployés bénévolement par les quelques personnes qui croyaient en la cause, mais aussi et surtout de ceux qui, dans la hiérarchie ecclésiastique, des humbles prêtres enseignants jusqu'à l'évêque du diocèse, en passant par des curés des paroisses de Drummondville, de ceux donc qui, souvent de fois, devront renflouer financièrement la barque qui prenait eau de toutes parts. De 1958 à 1968, l'histoire de l'externat en est une d'heures et de malheurs, alors que la cogestion et la cohabitation, commission scolaire, corporation de l'externat classique, ne donnera pas toujours le résultat escompté. À partir de 1968, elle est celle d'une intégration au sein de structures, organismes et institutions sur lesquelles s'appuiera la création du cégep de Drummondville. Nous ne pouvions évidemment pas, dans le cadre restreint de cette émission, retracer l'évolution de chacune des paroisses de Drummondville. On peut certes le déplorer, mais il faudra laisser à d'autres le soin de le faire. Y a-t-il urgence en la matière? Certains diront peut-être que oui, étant d'avis que la baisse constante de la pratique religieuse risque de bientôt les confiner à l'oubli. Mais ce n'est pas à nous de trancher la question. Nous pouvons cependant rappeler l'affirmation du curé de la paroisse Saint-Frédéric qui nous dit, et cela est bien vérifié, que son Église exerce toujours, et pour toute génération confondue, un attrait profond qui ne se dément pas. Il y a peut-être là une excellente piste de réflexion. Tel que mentionné en introduction, la prochaine émission sera totalement consacrée à l'évolution des arts et de la culture de 1900 à nos jours. Soyez des nôtres. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. Notre émission aujourd'hui se propose de faire un survol de l'évolution des arts et de la culture à Drummondville, surtout au 20e siècle. Et c'est ce qu'on verra, c'est-à-dire que ça va nous permettre de vérifier bel et bien qu'en 1900 et autour des années 1900, au début du siècle, il y avait aussi une vie artistique et culturelle à Drummondville, et que cette vie artistique et culturelle va se développer tout au long du siècle et va finalement recevoir une impulsion tout à fait formidable lorsque le Centre culturel en 1967 sera inauguré. Et depuis lors,
elle se développe constamment. Alors, dans les minutes qui vont suivre, allons vérifier ce qu'il en est des arts et de la culture à Drummondville. Les premiers journaux de Drummondville nous montrent que dès le tout début des années 1900, les Drummondvillois ne rateront pas les occasions de s'offrir des spectacles de tous ordres, dans diverses salles d'églises ou d'écoles ou ailleurs. Par exemple, lors de la bénédiction des cloches de l'église Saint-Frédéric en 1924, on présentera l'opéra comique Les Cloches de Corneville, qui sera d'ailleurs repris une douzaine d'années plus tard. Très tôt, des cinémas ouvriront, qu'on désignera sous le nom de théâtre. Ce seront d'abord, dans les premières décennies du siècle, les théâtres Royal et Rialto. Le premier érigé sur la rue Hériote, juste à côté de la voie du Canadien national, le second sur la rue Cockburn, entre les rues Brock et Lindsay. Ce seront ensuite, coup sur coup, en 1937, le Drummond et le Capitole, qui se verront rejoints au milieu du siècle par le Royal, le Riviera et le Quartier. De fait, en 1953, Drummondville comptera 5 salles pouvant accueillir de 6 à 700 personnes, voire plus. Et dans ces salles, bien sûr, on projetait des films, mais on présentait également des concerts, des pièces de théâtre, des chorales, des musiciens, des chanteurs. Pourquoi se gêner? Même l'aréna de la rue des Écoles n'hésitera pas à accueillir en 1946 une déjà grande vedette de la chanson française. En fait, à Drummondville, les années 40 à 60 seront des années relativement fastes au point de vue artistique et culturel, et spécialement au chapitre de la danse, des chorales et des concerts. 3 chapitres sur lesquels nous avons demandé à Mme Germaine Morin-Proux de faire quelques lumières. Bien sûr, Mme Morin-Proux nous parlera d'abord de la danse, c'est sa spécialité. Mais elle saura bien nous diriger ensuite vers les 2 autres horizons. Tout cela dans les 2 minutes 30 que nous lui avons accordées. On voulait beaucoup de la danse classique. On était très avant-gardiste parce que la danse était péchée dans le temps. L'Académie de ballet était la plus ancienne institution culturelle de la région de Drummondville et de la région, et même au Québec, parce que dans toutes les régions du Québec, il n'y avait pas de danse. 2 écoles seulement à Montréal, il n'y avait pas les grands ballets. Madame Chériaef n'était pas là, Toronto n'était pas là. 3 jeunes, Thérèse Rinquette, Bertil Lachance et moi, nous voulions de la danse classique. Nous avons travaillé ensemble 2 ans et j'ai pris la direction en 1948. Mais c'était difficile, ça a pris 20 ans. Et là, ça a débouché, puis ça a bien fonctionné. Puis nous entrons dans la 55e année. Madame Morin-Proux, qui a fait plusieurs recherches sur le sujet, peut discourir longuement sur les chorales et les ensembles musicaux qui ont marqué la période 1915 à 1950-1960. Retenons certains de ses propos, en commençant par une courte anecdote concernant la chorale mixte de l'église Saint-Frédéric. Nous n'avions pas le droit de chanter les 2 chorales mixtes. C'était défendu par l'Église. En 1954, on a eu la permission de chanter ensemble. Quand je suis arrivée, il y avait la chorale Rosée Bleue, la Société artistique des chanteurs de Drummondville, la manicanterie de Gaston Montplaisir, les francs chanteurs. Mais je voudrais parler aussi d'ensembles musicaux importants qu'il y a eu. La fanfare de Drummondville. Et il y avait aussi l'ensemble de Ben Wagner, qui avait un ensemble symphonique avec une chorale. Il y a eu aussi l'orchestre à cordes de M. Halsey et de Mme Halsey, pianiste. Madame Morin-Proux est aussi à l'origine de l'établissement à Drummondville d'une section de la Société des concerts. On a consulté de Canadian Concerts and Artists. On pouvait avoir des artistes, des grands artistes, de partout à travers le monde. Et ça a duré 15 ans. Les jeunesses musicales ont continué qu'est-ce que la Société des concerts avait commencé. Très tôt, on l'a dit, à Drummondville, il y a eu des journaux. Effectivement, en 1901, il y avait un journal qui s'appelait La Justice, qui a été publié jusqu'en 1905-1906 parce qu'il y avait des interruptions de publication. Également, le journal Le Présent, de 1912 à 1914. Il y a eu, bien sûr, et ça, ce sera l'institution drummondvilloise quand on parle de journaux, le journal La Parole,
Il y aura également un concurrent, l'Homme libre, qui apparaîtra quelques années plus tard, mais qui, lui, ne durera pas finalement très longtemps. Et il y a plusieurs autres journaux qui vont également faire leur apparition dans les années 60-70. Je parlais de la parole comme institution. Eh bien, nous allons demander à M. Jean-Claude Bonneau, directeur de la rédaction de cet hebdomadaire, de nous en tracer un cours historique. La parole est née en 1926. Les premières copies ont sorti à l'occasion de la fête de Pâques en avril 26. Alors, il y a eu M. Duguay et M. Fortin qui ont été les fondateurs. Ensuite, je pense que ce sont les frères Veilleux qui se sont portés acquéreurs de la parole autour des années 40. Et par la suite, eh bien, les frères Veilleux ont vendu à M. Jacques Franqueur d'Unimédia. La transaction s'est faite en 1973. Et depuis ce temps-là, eh bien, c'est Unimédia qui est propriétaire des journaux, autant La Parole que l'Express à Drummondville. Il y a eu plusieurs endroits, il y a eu plusieurs locaux qui ont abrité les bureaux de La Parole. De mémoire, la première place, c'était, les gens vont sûrement se souvenir de la soirée Camille sur la rue Herriot, angle Herriot et des Forges. Ensuite, un petit peu plus tard, La Parole a déménagé au 400 de la rue Herriot, où se trouve aujourd'hui le Collège d'affaires Ellis. On est resté à cet endroit plusieurs années. Moi, je me souviens, je suis entré en 67 à La Parole, on était situé là. Et quelques années plus tard, on a déménagé aux éditions graphiques, aujourd'hui connues sous le nom de Transcontinental, l'entreprise qui est située le long de la Transcanadienne. Et autour de 73, si ma mémoire est bonne, on a déménagé sur le boulevard Saint-Joseph, dans une maison qui appartenait à M. Nadeau. Et ensuite, on a déménagé une seconde fois dans un autre bloc appartenant à M. Nadeau. Et plus récemment, il y a environ 6 ans, eh bien, on a aménagé ici dans de nouveaux locaux, dans une bâtisse complètement neuve qui a été érigée selon nos spécifications et, pour accueillir les deux journaux, autant La Parole que l'Express. Des médias écrits, passons maintenant aux médias électroniques. En fait, la première station radiophonique à Drummondville, CHRD, ouvrira ses portes en 1954 dans un édifice situé sur la rue Lindsay, face de biais au cinéma Capitole. CHRD déménagera en 1965 sur la rue Herriot. Et CHRD va également ouvrir un poste FM qui va s'appeler CFDM-FM. Et bientôt, un concurrent se mettra en lice. Il s'agit de CKRV, qui, elle, sera ouverte en 1975, mais ira de difficultés financières en difficultés financières et devra fermer ses portes carrément en 1980. Bien sûr, on ne peut oublier la présence actuelle de CJDM-FM, qui, fait les belles heures des radiophiles d'aujourd'hui. Mais CHRD n'a pas abandonné pour autant. CHRD s'est transformée, elle aussi, en station FM. Et les deux se mènent une lutte à finir, sans doute. Autour maintenant de médias télévisés. C'est, comme un peu partout dans les petites villes québécoises, c'est la télé communautaire qui va ouvrir ses portes à Drummondville en 1972. C'était une union de la Société nationale des Québécois et de la télévision sur câble qui s'appelait TV Drummond Incorporée. Cette télévision communautaire sera bientôt affiliée non plus à TV Drummond, mais à Câble Estrie, en fait, qui en prendra la grande part. Et Câble Estrie mènera son petit bonhomme de chemin. Disons au passage que c'est en juillet 1975 que les séances du conseil municipal seront télévisées pour la première fois. Et c'était peut-être pas une primeur à l'échelle québécoise, mais quand même, Drummondville était, a-t-on dit à l'époque, la deuxième ville québécoise à permettre la télédiffusion de ces débats du conseil municipal. Donc, je disais que TVCD va poursuivre sa carrière avec Câble Estrie. Câble Estrie, qui, on le sait, sera acheté par Cogeco par la suite. Et aujourd'hui, eh bien, le canal communautaire, où on le retrouve au canal 3 sur le câble. Nous avons mentionné à quelques reprises en cours d'émission que 1967 va être une année charnière dans le domaine des arts et de la culture à Drummondville. C'est en fait la construction et l'inauguration, l'ouverture officielle du Centre culturel de Drummondville. Ce centre culturel va, après coup, avoir tellement d'importance dans les arts et de la culture que nous allons lui consacrer plusieurs minutes. Et pour ça, nous allons rencontrer son directeur, M. Roland Janel. Oui, cette idée-là, en fin de compte, de l'existence même d'un centre culturel ici a commencé à germer dans les années 60, 60-63.
Et on se souvient à ce moment-là, à l'époque, en 64, d'une première présentation d'un pavillon des arts au Parc Audiat, qui avait été évalué à ce moment-là autour de 150 000 $. On refait d'autres plans par la suite pour y donner un petit peu plus d'ampleur. Et à partir de là, ça devient le projet, non pas seulement d'un pavillon des arts, mais aussi d'une salle de concert. Et finalement, on a un beau projet qui est de l'ordre de 800 quelques mille $. Et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et là, il y a vraiment contestation. C'est la ligne des propriétaires, en fait, de l'époque qui s'objectait un peu plus. Et finalement, on réussit à construire le centre culturel qui a coûté au bas mot 650 000 $, avec des octrois venant du gouvernement fédéral de l'ordre de 300 000 $, du provincial également, de la ville. Et somme toute, c'est un projet qui, aujourd'hui, si on reconstruisait ce centre culturel-là, ça coûterait plusieurs millions de dollars. Alors moi, c'est chapeau à ces gens-là qui ont su voir l'avenir, qui ont su comprendre l'importance d'un équipement comme celui-là. Et on sait, Dieu sait aujourd'hui que l'industrie culturelle, parce qu'on parle maintenant d'industrie culturelle, est devenu un jalon important de l'industrie à Drummondville et aussi à travers tout le Québec aussi. Lors de son ouverture, le centre culturel avait une capacité de 736 places. À la faveur de divers travaux d'agrandissement par l'intérieur, c'est-à-dire de rétrécissement entre les rangées, d'allègement des rangées lorsqu'on construira les foyers latéraux, le centre culturel portera sa capacité à près de 1000 sièges et aura surtout, et ça fait actuellement sa fierté, aura surtout une loge pour 10 personnes qui, d'après son directeur, est unique au Québec dans des salles de spectacle. D'autre part, parallèlement à la transformation physique que l'on effectuait, on procédait à des changements dans la structure administrative du centre culturel. Oui, au départ, il faut parler de l'organisation du centre culturel à l'époque, qui était régie par une régie, la régie du centre culturel, et qui a engagé son premier directeur, qui était M. Pierre Gobeil, un comédien connu, bien connu. Et ça, c'est en 67. En janvier 67, on a pu présenter le premier spectacle ici, qui était un concert classique. À Pierre Gobeil a succédé Pierre Parent, Hector Ledoux. Pierre, par la suite, a parti sa compagnie des Productions Pierre. Et à Hector Ledoux, à ce moment-là, la ville a municipalisé le centre culturel, c'est-à-dire qu'elle l'a pris a pris l'administration sous le service de loisirs. Le service, à ce moment-là, a créé la régie des activités culturelles, et qui était dirigé par M. Claude Boucher, qui dirigeait le service de loisirs et qui a dirigé temporairement ici aussi le centre culturel, jusqu'à l'embauche de M. Michel Trudel. Et Michel, c'est un personnage connu qui a fait l'histoire culturelle à Drummondville. Michel a été un petit peu celui qui a vraiment lancé le centre culturel au niveau de l'activité pratiquée au centre culturel, par la création de ces fameux modules, ces modules culturels qui étaient au nombre de 7. En fait, à mon arrivée en 70, je profitais de l'apogée de la Révolution tranquille, qui a consisté a priori à démocratiser la santé, démocratiser l'enseignement, c'est-à-dire donner accessibilité générale à tout le monde. Et en culture, ce n'était pas encore fait. Enfin, je me disais, dans cette lancée-là, on pourrait y parvenir. Et dans cette flambée de démocratisation-là, on est arrivé à former des comités dans les 7 arts, en sciences pures, en sciences humaines, et en sciences pures et appliquées en sciences humaines, et en animation communautaire. Et ça s'est fait graduellement, là. Et ces comités-là administraient un fonds qui leur était dédié, et on prenait l'argent de la diffusion des professionnels pour servir à ces comités-là. Et leur rôle, ça a été de regrouper des gens. Au début, c'était la danse. Et après ça, ça a suivi la musique, parce qu'il y avait déjà des bons compositeurs. Et ils se sont regroupés, ils se sont donné des moyens pour travailler ensemble, s'entraider. Il y a eu le théâtre. On a eu jusqu'à 17 troupes de théâtre qui s'exprimaient, tant du collégial que du municipal ou de Monsieur Tout-le-Monde, et des professionnels inclus dans ça. Après ça, les arts plastiques, l'environnement, le design, les arts audiovisuels, etc. Avec des gens qui étaient dans ces comités-là, on parvenait à trouver des mécaniques pour diffuser notre propre produit émanant de ces comités-là, tant professionnels que semi-professionnels que débutants. Et de là, on sont parvenus à créer des maxi-danses, c'est-à-dire toutes les
les groupes de danse s'exprimaient sur scène, ils gardaient les revenus de ça, moins les frais fixes. Et c'était la même chose pour la musique, le théâtre. En art plastique, on a fait circuler des professionnels locaux à travers le monde, aidés évidemment par le ministère des Affaires culturelles. On a réussi à avoir un centre d'art, un centre de diffusion des arts audiovisuels, et c'était de même dans toute la ligne. Maintenant, c'est les gens qui ont appris à se prendre en main. Mais les gens ont appris à travailler ensemble. Ils se sont donné des moyens d'expression, puis ils ont assuré une présence à l'étranger, ce qui était très important. Donc, quand vous faites un festival mondial de folklore, c'est que vous avez déjà des arrières. Vous pouvez avoir des moyens et des mécanismes, du moins pour aller intéresser des gens, puis emmener des gens chez vous, et d'autres mécanismes pour faire comprendre au milieu que une culture, c'est une manière de vivre, puis regardez comment on exprime ça dans différents pays. On sait que Drummondville, c'est typique. C'est sûr qu'avec le plus haut taux de pénétration de médias au Québec qu'on vit, on réussit quand bien même à montrer qu'on existe. Et je pense que ces comités-là ont été le départ de l'expression globale, qu'on pense à l'exportation, que l'on pense à nos professionnels en art et en sciences qui sont nés à Drummondville, même s'ils travaillent ailleurs, mais qui sont nés de ces fameux comités-là. Manifestement, tant messieurs Janel que Trudel ont un souvenir heureux de la période des comités. Et manifestement aussi, ils ne sont pas les seuls. Il y avait enfin toutes sortes d'initiatives qui provenaient de la base puis qui envahissaient, si je peux dire, les lieux culturels, comme ici le centre culturel où on fait l'entrevue, ou d'autres endroits pour exprimer leur point de vue puis leur montrer leur production finalement à tous et à chacun. C'était des initiatives qui avaient beaucoup là, en théâtre, en photographie, en peinture, en musique, en toutes sortes de choses, finalement, dans les années 70, qu'on a moins un petit peu là, au début de l'an 2000, finalement, à Drummondville, parce que les choses se sont institutionnalisées davantage. Ça a été très fructueux. Ça a duré 10 ans, là, en action, les comités. Et aussi, la Guide des artistes sort de ça. Et a donné naissance aux résidents du centre culturel, là, comme moi, la Porte des Sons, l'École de diction langue d'art, Makina. Suite à ces comités-là, Michel a décidé, avec à ce moment-là, la participation du Carrefour socioculturel, parce qu'il y avait aussi, c'est une étape importante aussi, en 1975, la création du Carrefour socioculturel, qui était une concertation avec la Commission scolaire régionale, le service d'éducation aux adultes et le service des loisirs via sa régie des activités culturelles à la création d'une corporation privée en millions lucratif qui avait pour mandat au départ d'offrir des ateliers culturels à la population. Et en 1976, on a ajouté un volet spectacle. Et moi, j'ai été engagé à travers à cette époque-là. En 1987, il y a eu la formation, la création de la Corporation du centre culturel qui regroupait toutes les activités à l'intérieur sur une corporation, c'est-à-dire autant les activités aquatiques, la galerie d'art, le secteur de la diffusion des spectacles également. Et depuis 7 ans, moi, je dirige cette corporation-là depuis 1987. La galerie d'art que vient de mentionner M. Janel est aujourd'hui sous la direction de M. Normand Blanchette, que nous sommes allés rencontrer. Les premiers tableaux qui ont été exposés ici au Centre culturel, c'est en 1969 qu'on a commencé à exposer les foyers du rez-de-chaussée. Mais on dit les foyers maintenant parce que depuis 1985, on a agrandi sur les côtés. Mais avant, c'était juste la section centrale, le foyer principal qui servait de principal endroit où on exposait des tableaux. Avant ça, c'était essentiellement la mezzanine de la Caisse populaire Saint-Frédéric de Drummondville qui s'occupait de présenter des expositions importantes. Puis, avec une entente avec le Centre culturel en 1969, on a commencé à tenir des expositions. La galerie a été inaugurée en 1978. On a continué à tenir des expositions dans le foyer central, puis dans les foyers latéraux aussi. On a déjà plus de 250 000 visiteurs qui sont venus, tout près de... Je ne les ai pas comptés, mais là, on doit approcher des 200 expositions, surtout si on compte celles qui ont été tenues dans les foyers. On a parlé d'institutionnalisation de la culture. En fait, le gouvernement du Québec aura une politique pour justement inciter le développement des arts. La politique du 1 % qu'on appelle, où 1 % du coût de la construction d'un édifice doit être consacré à une création artistique. Plusieurs œuvres d'art publiques, sculptures, fresques ou autres, que l'on retrouve depuis un peu partout à travers la ville,
sont pour plusieurs le résultat de l'application de cette politique incitative. Madame Solange Lebel, une enseignante en histoire de l'art, nous a guidés à travers la ville pour nous faire mieux connaître ses œuvres. Faute de temps, pour rendre compte de tout ce périple, nous ne retiendrons que les œuvres respectives de Jordi Bonnet et de Pierre Tessier. Nous sommes face à une œuvre magistrale de Jordi Bonnet qui s'étale à peu près sur 8 mètres à 10 mètres. Alors, on sait que Jordi Bonnet est un auteur très célèbre et très connu à travers le monde et qu'il a exposé tantôt avec Jean-Paul Riopelle ou encore Salvatore Dali. C'est un auteur qui nous vient de Barcelone. Il a respecté les thèmes que l'on a dans les écoles secondaires, les thèmes d'enseignement et les matières qu'on y retrouve. Vous regardez en plein centre, vous pouvez voir tout en haut qu'il y a une croix illustrant l'enseignement de la catéchèse ou des sciences religieuses. À droite, il y a une main qui peut facilement illustrer l'enseignement de la biologie et juste en dessous, les matières proprement reliées aux sciences, soit la chimie d'un côté et les sciences physiques de l'autre. À gauche de l'œuvre, on voit tout en haut l'exposition des sciences naturelles et en bas, on couvre après, sous la symbolique d'une raquette, la notion du sport. Tout en bas, vous allez pouvoir voir la signature de Jordi Bonnet et juste au-dessus, il y a un cœur qui illustre un HB. On ne sait pas trop de qui ça parle. Ça fait partie de l'intimité et des secrets de Jordi Bonnet. Et ça rappelle aussi la notion du graffiti, qui est le dessin préféré du monde de l'adolescence. Nous sommes au Centre d'information documentaire Côme-Saint-Germain devant une œuvre qui porte le nom de Danse, qui est exécutée par Pierre Tessier. Ce sont 3 bronzes de grandeur nature qui oscillent ou pivotent sur une surface ronde qui pivote sur elle-même. Et cette sculpture est intégrée à un ensemble végétal au-dessus de laquelle il y a un immense puits de lumière. La raison pour laquelle on a installé à l'intérieur du Centre Côme-Saint-Germain ce plan qui est arborescent, c'est tout simplement pour que les gens puissent y trouver une aire de repos, comme s'ils étaient à l'extérieur. Alors, ils ont conjugué dans cet endroit l'élément de la nature, qui est la verdure, l'élément de la lumière et la force et la puissance du bronze. C'est un endroit comme une oasis de paix, comme si on se trouvait à circuler dans un parc. Bien évidemment que lorsqu'on parle de développement de la culture à Drummondville, on ne peut passer à côté de l'édification du village québécois d'antan et également du festival de folklore. On en a parlé dans une émission précédente et on a rangé cela sous la rubrique tourisme. C'est qu'effectivement, la limite, elle est ténue, on est sur le fil du rasoir entre est-ce que c'est de la culture, est-ce que c'est du tourisme. Disons que ce sont les deux choses à la fois, et ce qui nous permet d'aller un peu plus loin dans la connaissance de ce qui a permis d'établir effectivement le village québécois d'antan ici à Drummondville. Quoi qu'il en soit, tout cela n'a que peu d'importance lorsque vient le temps d'évaluer tout le temps et l'énergie qui ont été requis pour réaliser de telles choses. Car il en aura fallu des gens décidés pour que soit créé de toutes pièces, sur la droite de la Saint-François, un village du siècle dernier tout entier reconstitué, avec son église, ses maisons, ses boutiques, son pont couvert, ses rues, avec son boulanger qui s'empresse d'aller porter le pain sortant du four, son vieux notaire et son apothicaire qui devisent gentiment dans l'embrasure d'une porte, pendant que dans la maison d'à côté, une dame, assise à son rouet, file la laine. Il en aura fallu des visionnaires et des administrateurs opiniâtres, des bénévoles empressés, de 1000 à 1500 en fait, pour rendre possible chaque année la présentation de cette magnifique fête de la fraternité qu'a été le Festival mondial de folklore et qu'est désormais le Mondial des cultures. Ça vaut de la Lorraine et de tous les pays, vous passerez à peine et nous aurons compris. Autour des années 1980, Drummondville s'ouvre réellement sur le monde, à la faveur de pactes d'amitié, de pactes d'échange entre les villes européennes. Ce sera d'abord la ville de La Roche-sur-Yon en France en 1981, la ville de Braine-l'Alleud en Belgique également. Et de ces échanges, bien sûr, naîtront de nombreuses traversées transatlantiques entre les 3 pays concernés. Et ces traversées permettront à des étudiants, à des adultes, à des aînés de
faire participer à toutes sortes de programmes d'échange. Mais ce que cela permettra, entre autres, c'est la réalisation d'une série télévisée par la télévision locale. Ça peut paraître curieux qu'une télévision locale aille jusqu'en France, précisément à La Roche-sur-Yon pour tourner, mais la problématique était toute trouvée, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour cette équipe de télévision locale de nous faire connaître notre ville jumelle de La Roche-sur-Yon. Bien sûr, au domaine des échanges, il y a aussi l'Association Québec-France qui sera fondée en 1977 et laquelle Association Québec-France continue encore de nos jours à recevoir constamment des gens de France. Ces divers jumelages, ces divers pactes d'amitié se traduiront aussi par des échanges d'emplois d'été entre les étudiants de France et de Drummondville. Oui, effectivement. Depuis quelques années, la Ville a un échange avec La Roche-sur-Yon et Drummondville. Alors, tout bientôt, dans quelques jours, début juillet, on recevra cette année ces 2 Français qui viennent ici pendant plusieurs semaines, soit à peu près jusqu'à la fin août, pour pouvoir voir le fonctionnement de la bibliothèque. Et c'est ceux qui sont en stage, donc ils vont aussi apprendre et ils vont s'ajouter au personnel déjà permanent ici pour faire le tour des différents services et arriver chez eux avec ayant quand même fait un exploratoire beaucoup plus large sur leur connaissance au niveau de milieu bibliothèque. Nous voici rendus au terme de notre émission sur les arts et la culture. Dans ce domaine, probablement plus que dans tout autre, nombreux seront ceux qui regretteront que nous n'ayons pas parlé de tel ou tel artiste, de tel ou tel groupe de théâtre, de tel ou tel ensemble folklorique. Mais c'est la loi du genre. Nous avons prévu une série d'émissions qui fait un survol d'une grande période historique et nous ne pouvions ni ne voulions finalement aller dans les détails. La semaine prochaine, les activités de plein air et les sports à Drummondville de 1900 à nos jours. C'est un rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Repères de mémoire. Notre émission d'aujourd'hui s'intitule « Les activités de plein air et les sports à Drummondville au 19e siècle, mais surtout, bien sûr, au 20e siècle ». Alors, durant cette émission, nous allons pouvoir voir ce que les citoyens à Drummondville faisaient pour se délasser, là où ils allaient, de même que nous pourrons voir en deuxième partie d'émission comment se sont déroulées certaines activités sportives à Drummondville. À la rubrique « Activités de plein air à Drummondville », on ne peut évidemment passer sous silence la présence de la rivière Saint-François. C'est elle, finalement, qui va alimenter bon nombre des loisirs des Drummondvillois. Effectivement, la rivière Saint-François, on le sait, est non navigable, parce qu'il y a trop de ruptures dans son lit, dans le niveau du lit de la rivière. Mais peut-être la rivière est non navigable, mais elle a apporté autre chose. Elle a apporté les ressources énergétiques, les ressources hydrauliques, en fait, qui a permis l'électricité à Drummondville. Et aussi, on a, sous un mode peut-être un peu plus mineur, mais on a tendance à l'oublier, c'est la rivière Saint-François qui, pendant de nombreuses années, et ça en fait jusqu'au milieu du 20e siècle, va fournir la glace nécessaire pour conserver les aliments chez les particuliers dans leur maison.
La rivière Saint-François va faire longtemps la joie des pêcheurs, spécialement des pêcheurs de saumon, parce que cette rivière, justement, comme à peu près toutes les rivières du bassin versant du fleuve Saint-Laurent, était une rivière à saumon. Alors, le saumon dans la rivière Saint-François, on a déjà, je dirais vers 1850, 1860, 1870, on a beaucoup de témoignages de la présence du saumon atlantique. Et tellement que finalement, le ministère de la Pêche, qui est créé vers 1870, décide de faire une enquête. On va savoir une fois pour toutes s'il y en a, puis quelle taille ils ont, ou s'il y en a en quantité. Et on fait relever de tout le bassin de la rivière Saint-François. Et en 1874, quand l'enquêteur passe à Drummondville, il dit « C'est incroyable. C'est incroyable les saumons qu'il y a là. » Et là, les saumons attendent dans une fosse immense, une belle fosse qui est encore utilisée par les pêcheurs. Ça se trouve entre le pont de la voie ferrée puis le vieux pont, là, il y a une fosse, là. Alors là, les saumons attendent, là, pour monter, là, parce que quand il y a une petite crue, là, un petit peu, quand il y a un orage, puis que l'eau augmente, là, bien là, ils ont suffisamment d'eau pour prendre leur élan puis sauter la chute là. Alors là, ils tournent en rond en attendant là, d'avoir ce moment propice-là. Alors là, il y a tellement de poissons, on érige des estrades tout le tour de la fosse à saumon. Et là, avec des dards, on les frappe et c'est comme ça qu'on les pêche pas à la ligne, là, vous comprenez? On les capture avec des dards. C'était pas permis de faire ça. Sauf que le braconnier le plus, je dirais, le plus célèbre là, du groupe, c'est le maire de Wendover Simpson. Et puis ça, c'est connu depuis toujours. C'était des gens qui adoraient la chasse et la pêche, c'était même au détriment des fois de leur travail. Alors, il est là, lui. Alors, je pense bien que ça permettait aux autres de pratiquer cette chasse-là du saumon, c'est-à-dire cette capture du saumon-là de façon très sauvage. Et le saumon va disparaître vers la fin du siècle, d'une part à cause de la pollution de la rivière par le brindisi, parle aussi quand les papetières vont ouvrir en amont. Alors, toute la pollution là, est vraiment, c'est vraiment des produits caustiques qui endommagent beaucoup la qualité de l'eau. Il y a aussi les barrages qu'on construit tout le long de la rivière. Alors là, les saumons, ils ne peuvent pas poursuivre leur montée parce que le saumon, le roi saumon, son propre, c'était finalement d'aller frayer en amont, dans des tributaires. Toujours, le saumon va toujours frayer dans sa rivière d'origine. Il redescend et puis il retourne à l'air pour s'engraisser, pour se nourrir, puis il revient, puis il va répondre en amont. Alors, à partir du moment qu'on a construit trop de barrages, c'était impensable de pouvoir continuer il ne pouvait plus poursuivre sa route, alors on n'a plus eu de saumon. C'était terminé. Les barrages, effectivement, barreront peut-être la route au saumon, mais il permettra la création de 2 lacs de barrage qui, eux, vont devenir de merveilleux plans d'eau pour pouvoir pratiquer tous les sports nautiques. En fait, il y a eu pendant longtemps la baignade dans la rivière Saint-François. Il y avait des plages, la plage Parent en aval du pont de la rivière Saint-François sur la rive nord. Il y avait la plage Sainte-Thérèse. Il y avait aussi la plage de la Célanise, une plage privée, dans le fond, qui était réservée aux employés et à leurs enfants, aux employés de la Célanise. Cette activité de natation sera finalement interrompue au milieu des années 50, 1950, par les différents ministères, spécialement le ministère de la Santé, qui trouvera que les eaux ne sont pas suffisamment saines pour pouvoir s'y baigner. Ce qui fera qu'on va facilement compenser quand même par du canot, de la voile et tout ce que l'on peut faire à surface de l'eau. En amont du barrage Hemming, là va se former effectivement un très grand lac de barrage, et ce lac de barrage va permettre la pratique de la voile. Et c'est là que s'installera le club de voile de Drummondville. Pendant plusieurs années, il est encore là en bonne partie, et se double depuis quelques mois d'une plage publique municipale. En fait, il n'est probablement pas exagéré de dire que la rivière Saint-François compte pour beaucoup, pour donner à Drummondville la plus grande partie de son charme. Les promeneurs du dimanche ne seront sûrement pas ceux qui vont me contredire là-dessus. Présent sur les rives de la Saint-François, dès les années 1963-64, le projet du parc des voltigeurs sera élaboré et qui se voulait un vaste terrain de camping avec toutes sortes de services. Le projet du parc des voltigeurs, bien, sera réalisé et en fait, on voulait qu'il le soit pour le 150e anniversaire de Drummondville. Il le sera en partie, mais il sera surtout mieux réalisé pour la période d'Expo 67. On attendait beaucoup de gens et effectivement, il en est venu beaucoup. Cependant, après l'Expo, on note un déclin certain et pendant 4 ans, le parc tombait littéralement en décrépitude et il faudra
au cours des années 1970, injecté des centaines de milliers de dollars pour le revamper, pour lui redonner quand même une apparence de terrain de camping et de parc. Et bon, les travaux semblent avoir si bien réussi qu'aujourd'hui, ben, tout va quand même assez bien. Activité de plein air, toujours les pistes cyclables. C'est en 1978 qu'un groupe préparera un projet de piste cyclable avec un trajet établi à travers les rues de la ville. Et ce projet va être finalement réalisé à peu près en copie conforme de ce qui avait été présenté en 1978. C'est les pistes cyclables que l'on retrouve aujourd'hui dans certaines rues de la ville. Le domaine des pistes cyclables, elle va venir se greffer dans des années récentes ce qu'on a appelé la route verte, cette route qui devrait théoriquement permettre de traverser à bicyclette toute la province du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le parc Woodyat est sûrement un point de repère très important dans le domaine du plein air. Le parc Woodyat, ben, il n'a pas toujours été là en tant que parc, mais il faut savoir que les îles du parc Woodyat, qui sont aujourd'hui goûtées, l'ont été d'autant plus très longtemps avant nous, c'est-à-dire en 1826, lorsqu'il y a eu un incendie ici, dans le petit village de Drummondville, qui a consumé totalement le petit village, ou à peu près. On parlait d'une 35 maisons, puis 11 autres bâtiments de divers types, qui a tout consumé, sauf heureusement, les deux églises, l'église catholique et l'église protestante, en fait, c'était des chapelles à l'époque, et 2 débits de boissons. Ce qui a fait dire au curé de l'époque, ou au desservant de l'époque, que si Dieu avait sauvé ses missions, le diable avait aussi sauvé les siennes. Or, les gens s'étaient réfugiés sur les îles du parc Woodyat, justement parce que le feu les rejoignait. Et ça a été vraiment des îles, ils ont tenu leur salut. Or, ces îles du parc Woodyat, à la fin du 19e, début du 20e siècle, seront développées. On les reliera par des petits ponts fragiles en bois, en rondins, et ça permettait aux vacanciers du week-end de venir pique-niquer sur les diverses îles. Malheureusement, en 1911, une débâcle particulièrement dévastatrice emportera tous les ponts, les kiosques et tout ce qu'il y avait sur les îles. À côté des îles, il y avait, le long de la rivière Saint-François, toute une série de maisons qui n'y sont plus aujourd'hui parce que lorsque la Southern Canada Power va acheter en 1914 pour construire son barrage, lorsqu'elle va acheter le terrain, bien évidemment, elle va raser toutes ces maisons dont on ne voit plus trace aujourd'hui. Le parc, ça va dégager un terrain qui va devenir, dans l'esprit de son gérant, du gérant de la Southern, la possibilité de faire un parc public. Et il va très vite offrir à la ville, sous réserve que la ville l'aide à faire le nivellement du terrain et la coupe des arbres, de donner carrément le parc à la ville, ce que la ville va accepter. Et c'est à cette occasion-là, quelques années plus tard, qu'on pourra repousser le chemin qui menait au pont jusqu'au pied de la colline du manoir Drummond. Plusieurs projets par la suite, tout au cours du 20e siècle, prendront place pour essayer de développer le parc Woodyat. Plusieurs ne vont avorter, ne se réaliseront pas. Un le sera cependant, c'est la construction de la piscine et de son pavillon et de même que sa barboteuse en 1961, la piscine actuelle du parc Woodyat. Et un chalet qui sera construit en 65, faute d'avoir décidé de construire le pavillon des arts dont on a parlé la semaine dernière justement. Un disque, lors du 150e anniversaire de Drummondville, un disque sera tourné qui vante les mérites du parc Woodyat. Je te revois dans mes rêves, au parc Woodyat de naguère. La belle époque, c'est ta gloire, la jeunesse de nos pères. Les amours étaient si brèves. Le parc Woodyat s'avérera et s'avère encore le site principal des grandes manifestations comme le Mondial des cultures. Et c'est là que ça se tient, parce que c'est là qu'il y a le plus de place, bien évidemment. Un autre parc, pas tellement loin, le parc Saint-Frédéric. Le parc Saint-Frédéric, au siècle dernier, ben, c'était pas vraiment un parc, c'était d'abord l'emplacement de la seconde église Saint-Frédéric et du bureau d'enregistrement et du palais de justice. Or, en 1909, un dénommé Herbert Meredith Mahler, un notaire, va offrir à la ville de développer cet emplacement en petit parc et va même dire, si vous êtes prêt à le faire, moi je suis prêt à vous donner en échange une fontaine-statue à l'effigie des Trois Grâces, la thématique qui existe depuis la plus haute antiquité. Alors, ce marché se fera, la ville acceptera, on fera le parc et les Trois Grâces, la fontaine des Trois Grâces, trônera pendant plusieurs années au centre du parc. Plusieurs années, mais en fait, pas tellement longtemps, jusqu'à ce que des bonnes âmes, plutôt prudes, s'aviseront que, bon, ben, il faudrait peut-être cacher ce saint que l'on ne saurait voir.
Et finalement, ça va forcer le déplacement de la statue qui se retrouvera quelque part chez un particulier. Le parc Saint-Frédéric, cependant, va continuer son petit bonhomme de chemin. On va lui ériger un kiosque à musique qui va faire la joie de tous les amateurs, le jeudi soir, les concerts de l'Harmonie de Drummondville, et kiosque qui va également servir à plusieurs assemblées politiques de tous ordres. Et aujourd'hui, dans l'extrémité nord-ouest du parc, trône un nouveau kiosque à musique qui est le symbole des fêtes du 175e anniversaire de Drummondville. Un autre parc, c'est le parc Sainte-Thérèse. Le parc Sainte-Thérèse qui, lui, sera aménagé à partir de 1937 grâce à un dessinateur paysagiste, Frédéric Todd, qui va être celui qui va aussi dessiner les terrains du château Montebello et l'aménagement de l'île Sainte-Hélène. Le parc Sainte-Thérèse, donc, va aussi recevoir sa piscine, sa fontaine, son kiosque, et va servir pour les concerts, de même que pour souvent les assemblées ou en fait les réunions de fêtes nationales. Plusieurs autres parcs, évidemment, petits ou grands, sont disséminés un peu partout à travers la ville, mais ce sont des parcs de quartier et à ce titre, évidemment, ils drainent beaucoup moins de gens, attirent moins de personnes. Cependant, il y a deux parcs dont il nous faut absolument parler avant de terminer notre survol. Il y a le parc Bellevue et le parc Pinard. Le parc Bellevue, c'est parce qu'il y a une histoire un peu particulière. C'était d'abord un parc de l'entreprise privée. Et le propriétaire avait construit une piscine les pieds dans l'eau, littéralement, c'est-à-dire dans la rivière Saint-François, à moitié dans la rivière et à moitié sur les berges. Et cette piscine va faire le bonheur de plusieurs personnes pendant de nombreuses années. Cependant, à un moment donné, on démolira cette piscine parce qu'elle avait été finalement mal conçue et elle ne tenait pas la route. Et on va remplacer tout ça, curieusement, pas par une autre piscine, mais par des tennis à surface synthétique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, dans les années 70, là, ce dont je vous parle, à partir de ce moment-là, bien, tous les citoyens de Drummondville-Sud vont accourir au terrain de tennis. Le tennis va avoir un essor considérable et va intéresser toutes les personnes, des tout petits jusqu'aux plus grands. Le parc Pinard, lui, tiendra à son originalité, non pas de son étendue, parce qu'il est très exigu. Il tiendra à son originalité du fait qu'il loge la fontaine du 150e, qui est ce monument que l'on a voulu ériger là, précisément pour nous rappeler des fêtes du 150e anniversaire de Drummondville. Évidemment, des activités de plein air pures, des activités de plein air comme telles, on va passer tout naturellement au sport, c'est-à-dire des activités plus organisées, en fait. Et dans les sports, on va se limiter, encore là, forcément, aux deux sports les plus pratiqués depuis les débuts du 20e siècle, c'est-à-dire le baseball et le hockey. On va être obligé d'escamoter probablement la majeure partie des autres, sinon la totalité. Or, le baseball, tout ce que l'on peut savoir nous indique qu'effectivement, ça se pratiquait dès le tout début du siècle ici à Drummondville. En fait, le baseball, les équipes se transportaient de la façon suivante. On jouait chaque dimanche. Et on partait dès le samedi soir vers 20h en charrette à foin. Et on voyageait toute la nuit pour arriver à pied d'œuvre le lendemain. On jouait la partie et on était de retour au bercail, c'est le temps de le dire. On était de retour au bercail que souvent très tard dans la nuit du dimanche au lundi. C'est pour vous dire que ça a beaucoup changé depuis. Alors, le baseball se jouait très tôt à Drummondville et ça s'est joué dans les parcs bien organisés pour ce faire, là, des parcs de baseball. Ça s'est joué d'abord sur le terrain de la compagnie Gossard en 1930. Ensuite, ça s'est transporté au parc Fairland en 1932, à celui de la Drummondville Cotton en 1935, à celui de la Célanise en 1941, à celui de Saint-Joseph en 1944, à celui de la piste de course en 1947. La piste de course que l'on sait était située à l'ouest de Drummondville, de l'autre côté de la rivière Noire, rivière Saint-Germain actuelle. 1949 au baseball, ça a été l'année du baseball à Drummondville. C'est cette année où les Cubs de Drummondville, au vieux stade, là, au stade de la piste de course, ont aligné des joueurs venant directement des ligues majeures, des joueurs qui avaient été suspendus par les autorités de la Ligue nationale de baseball parce qu'ils avaient, si je me souviens bien,
oser jouer pendant l'hiver dans des clubs de République dominicaine ou autres, et ça leur était défendu. Alors, ces joueurs-là avaient été suspendus pour l'année 49 et ils sont donc venus frapper à la porte de Drummondville et se sont engagés à Drummondville. Et ça nous a donné une équipe digne véritablement des ligues majeures. Et cette équipe, je pourrais vous énumérer les joueurs qui y étaient, mais il y a une mosaïque qui a été sortie de cette équipe qui va gagner le championnat de la Ligue provinciale de baseball en 1949. Et sur cette mosaïque, on peut lire les noms de ces différents joueurs. Il y avait par exemple Sal Magli comme lanceur, Max Lanier comme lanceur, il y avait Quincy Troupi comme receveur. Et quand il y avait des parties à Drummondville, c'était à chaque soir, on entendait le porte-voix automobile qui se promenait à travers les rues de la ville pour nous annoncer la partie de baseball. Baseball ce soir à 8 heures. Saint-Jean visite Drummondville. La batterie pour Drummondville. Magli, lanceur. Troupi, receveur. Stan Bréard sera dans l'alignement. C'était vraiment une période héroïque, diraient les commentateurs sportifs, que les Cubs de 1949. En 1950, à la suite des succès des Cubs, eh bien, il y aura des pressions qui vont être faites. 6 000 noms, une pétition de 6 000 noms pour qu'on construise finalement un stade. En référendum, ce sera accepté et le stade sera érigé en 1950 sur la rue Cockburn. Le stade des années 50 sur la rue Cockburn, je me rappelle très bien parce que j'allais à l'école Saint-Paul juste à côté. Je l'ai vu construire toute la construction. Puis après ça, j'ai été engagé là aussi comme à la partie d'ouverture, comme vendeur de révèle. Après ça, j'ai tombé mascotte dans le temps des Cubs. J'ai été là comme joueur dans le temps des Royaux, dans les années 60. Et le stade fera les belles heures des amateurs de baseball pendant quelques années au moins, en tout cas. Parce que c'est à cette époque-là, en 1950, 51, 52, que Drummondville pourra compter sur un frappeur de puissance, un dénommé John Davis, qui savait vous catapulter en moins de 2 une balle du marbre jusqu'au toit du garage municipal. Et ça, écoutez, c'est pas une histoire de pêche, c'est très vrai. Chacun qui l'a vu pourra vous le confirmer, et je suis de ceux-là. Il savait canonner des balles jusque-là. Dans ma nomenclature des événements concernant le baseball, j'allais oublier qu'en 1947, Maurice Richard, le grand Maurice Richard, a joué au baseball pour Drummondville. En fait, il n'aura joué que 12 ou 13 parties seulement au cours de la saison. Le stade de la rue Cockburn connaîtra d'autres belles heures de gloire. Cependant, il ne pourra plus jamais se permettre des équipes aussi importantes que celles qu'il avait pu s'acheter ou se payer. Et résultat, au fil des années, tout va se détériorer, les spectateurs se feront moins nombreux. Et bientôt, le stade va tomber littéralement en décrépitude. Quand je dis bientôt, c'est au cours des années 1968, 69, 70, où là, à un moment donné, tout le monde dit qu'il faut démolir le stade parce que là, ça ne va pas. Et le vent s'en chargera d'ailleurs, qui fera partir des poteaux d'éclairage et une partie du toit du stade. C'est là que les années ont commencé à être pénibles parce que la température... avait un gros vent, avait fait tomber les poteaux. On est obligé de jouer toutes nos joutes dans l'après-midi, dans le temps de Royal. Après ça, la démolition du stade. Ça a été encore plus pénible parce qu'on a joué toutes nos joutes sur la route. Ça veut dire quand on allait à Sherbrooke ou Saint-Jean, on recevait Sherbrooke et Saint-Jean, mais on avait comme terrain de pratique en arrière de la Sylvania. Là, moi, j'appelle ça un champ de vache. C'était notre champ de pratique, que c'était pas bien intéressant pour les joueurs. Mais tous les joueurs, en tout cas, moi, j'en reviens pas encore, même si ça fait 20 ans de ça, le courage qu'ils ont eu, la détermination de continuer à jouer au baseball pareil avant la construction du nouveau stade ici. Le stade de la rue Cockburn a été démoli en 79-80, c'est à la fin des années 70, pour s'en venir sur la rue Marchand. Le nouveau stade a été bâti au début des années 80, là, qui, bien sûr, qui est plus petit, mais peut-être 700 personnes, tandis que le stade de la rue Cockburn avait peut-être 3000-3500. Depuis les années 80, là, qui a été rebâti ici, bon, ben, c'est les Dodgers qui jouent ici, les Olympiques juniors, les midgets. Il est occupé 7 jours par semaine, parce que, dans le fond, il manque de terrain pour la grandeur est idéale là, pour le midget et le junior. Je trouve que c'est un très beau terrain.
Il en est du hockey, celui-là, notre sport national, comme du baseball, c'est-à-dire que très tôt au début du siècle, on voit qu'il existe des équipes plus ou moins organisées. En fait, ce sera au milieu des années 20 qu'on verra des équipes vraiment s'inscrire à l'intérieur de ligues très bien structurées. Et la patinoire était située dans le parc Waudiat, là où sont à peu près les tennis d'aujourd'hui. Et cette patinoire-là, eh bien, ça coûtait quelque chose pour assister aux parties, mais les gens malins s'installaient dans la côte du manoir, sur la colline du manoir, et de loin peut-être, mais quand même, réussissaient à voir la partie en ne payant rien. Le hockey va quand même se développer, sûrement pas avec les subventions de ces spectateurs-là, mais va se développer. Et en 1933, on va construire un aréna qui, à l'époque, fera la fierté de la ville. Un aréna qui va pouvoir contenir 2000 personnes assises et 400 debout et qui, contenait un restaurant, des appartements pour des joueurs, des patineurs, des patineuses. Cependant, cette aréna, la glace n'était pas de la glace artificielle, c'est de la glace naturelle sous une enveloppe de tôle, littéralement. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que, la glace, lorsqu'il y avait un redout soudain, la glace fondait et là, on ne pouvait rien faire. Jacques Desautels lui-même a connu ce que c'était que de devoir se dépêtrer avec ça. Des après-midi pour être capable de jouer nos parties de la finale, là, interparoissiale, Saint-Joseph, Sainte-Thérèse, Saint-Pierre. On allait mettre de la neige sur la glace pour imbiber l'eau pour que le soir on puisse jouer nos joutes là, pour finir les finales. Et Bob Pepin, un grand sportif de Drummondville, rappelait déjà dans les colonnes de La Parole qu'il se souvenait de parties épiques entre les Dragons de Drummondville et l'équipe de Saint-Hyacinthe, où les spectateurs étaient arrivés avec des œufs et de la mélasse pour accueillir les joueurs, et qu'on avait même suspendu un seau plein d'eau au-dessus de la tête du gardien de but adverse. En fait, ce sera précisément le 8 décembre 1963 que sera ouvert le nouveau centre civique, la nouvelle patinoire. Très vite, ça va connaître beaucoup de popularité, bien sûr, cette glace artificielle, la première à Drummondville. J'allais dire la première à Drummondville, mais c'est pas vrai, parce que dans les dernières années de l'aréna, du vieil aréna, il y avait de la glace artificielle. Mais le centre civique, le nouveau centre civique va très vite accueillir, dès 1965, à l'occasion, en fait, du 150e anniversaire de Drummondville, va accueillir son premier tournoi midget. Le centre civique est d'ailleurs truffé de plein de bons souvenirs pour M. Jacques Desautels. Le tournoi midget, j'ai arbitré à peu près 20 ans. J'ai vu passer beaucoup de joueurs qui ont fait la Ligue nationale, des gars comme Vincent Danfous, pour en nommer d'autres. Puis c'était le fun tu sais, il était midget dans ce temps-là, mais on voyait déjà qu'il se démarquait avec les autres joueurs, puis on fait la nationale à cause de ça. Il y a des parties extraordinaires. Je me rappelle d'avoir arbitré une partie de Saint-Vincent-Mario Stormby, 5 périodes supplémentaires. On est obligé d'arriver le samedi soir à cause du couvre-feu, à cause de l'âge des jeunes, pour recommencer le dimanche matin. J'ai arbitré cette joute-là avec Roland Sawyer et Gérard Sawyer, 5 périodes supplémentaires. C'est en avril 1980 que le centre civique deviendra officiellement le centre Marcel Dionne, du nom bien sûr du joueur de hockey drummondvillois qui, cette année-là, avait gagné le championnat des marqueurs de la Ligue nationale de hockey. On parle du centre Marcel Dionne, mais il y a quand même un autre aréna qui va être érigé à Drummondville-Sud, celui-là qui s'appellera l'Olympia Yvan Cournoyer. Les premiers projets s'étaient dessinés vers 1968. Il sera réalisé officiellement le 19 novembre 1972 et Yvan Cournoyer et son épouse sont là pour présider à l'inauguration officielle. Il y aura au centre Yvan Cournoyer, à l'Olympia Yvan Cournoyer, des tournois olympiques mineurs, de hockey mineur, en fait, de Drummondville et de la région. L'on s'en voudrait sans doute, dans une émission du genre, de ne pas mentionner la naissance en 1972 de l'organisme Drummondville Olympique. Drummondville Olympique est un organisme qui gère du sport mineur. Il y a 2 volets. Il y a un volet de financement, qu'on va chercher du financement pour des associations. Et un deuxième volet, c'est un volet d'administration du sport mineur. C'est-à-dire qu'on s'occupe de plateaux, de logistique, on s'occupe d'inscription. On est mandataire privilégié de la ville de Drummondville et on est là depuis environ 30 ans.
Et notre mission est de permettre aux jeunes de pouvoir prendre une expansion au niveau du sport, mais on s'occupe d'administration, c'est-à-dire qu'on donne des services aux bénévoles et aux permanents des 12 associations sportives qu'on représente. On a aussi, peut-être, de connaître comment on se finance, bien, on a plusieurs activités de financement, dont le tournoi international de midget, le tournoi provincial novice de Nisguet, on a une école de hockey, on est aussi un des participants de Bingo Drummond. On a l'Opération Nez Rouge et différentes autres sortes de financements là, qui nous aident à se financer. Et on a aussi des subventions de la Ville de Drummondville qui est un de nos partenaires. Avec cette intervention du directeur général du Drummondville Olympique, nous arrivons au terme non seulement de l'émission, mais également de la série. En effet, notre 12e émission se termine aujourd'hui. Notre série en comportait, vous le savez, 12, et donc le rideau va bientôt tomber dans quelques secondes. Nous avons eu énormément de plaisir à réaliser pour vous cette série d'émissions. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à la regarder. Notre seul souhait, c'est que les repères que nous vous avons donnés, les repères que nous avons placés, eh bien, ils vous servent éventuellement à vous y retrouver dans les dédales de l'histoire de Drummondville et de la région. Merci d'avoir été des nôtres.